Et nous passons à notre troisième sujet du jour. Chers téléspectateurs, l'Égypte a poursuivi le renforcement de sa position en tant que puissance agricole durant l'année écoulée 2025. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre plateau Madame Amira Hussein, experte agricole au ministère de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, premièrement, quand on parle de l'intérêt de l'État égyptien au cours de l'année 2025, les résultats agricoles en Égypte en 2025 ont connu un grand essor, je dirais, dans le cadre des réalisations de la sécurité alimentaire surtout. Oui, c'est vrai. Justement, le ministre de l'Agriculture vient d'annoncer que nous avons ajouté à la superficie agricole 750 000 acres au FEDA, récemment bonifiés. En plus, l'Égypte a ouvert des marchés, en plus de l'assurance de la sécurité alimentaire sur le niveau national, a assuré un accès à 24 ou 25 marchés nouveaux marchés pour l'exportation des denrées alimentaires égyptiennes, assurant l'entrée des devises étrangères à notre économie. Il est à mentionner que l'Égypte, déjà, c'est le plus grand exportateur d'oranges et je pense également d'autres agréments à l'Europe, si je ne me trompe pas. Oui, les agrumes, en effet, l'Égypte, depuis une décennie où justement lors de l'époque récente, l'Égypte a connu et le plus grand exportateur surtout vers le marché européen pour différentes raisons. D'abord, la qualité de la production. Nous suivons à la lettre les exigences européennes requises à cet égard en termes de calibre et de conditions de production. Il y a également l'Égypte a permis à l'Union européenne de venir inspecter les fermes qui produisent et qui exportent. Et ces restrictions, ces exigences sont tellement strictes. Et c'est vrai, les oranges sont parmi les denrées qui sont les plus appréciées, surtout en Europe et aux pays du Golfe. Oui. Les fruits égyptiens partout au monde sont connus par leur qualité, que ce soit en Europe, que ce soit au pays du Golfe, ou même aux États-Unis. Ce qui distingue la qualité de la production égyptienne, qui est le fruit d'un grand effort du Centre de recherche agronomique en Égypte, en effet. Parce que au sein du ministère de l'Agriculture. Oui, c'est une institution vraiment qui mérite d'être connue, et ses efforts vraiment sont appréciés et louables. Ils font un effort laborieux pour produire par le peu une grande quantité et avec une très bonne qualité sans compromettre la santé et la salubrité la santé des humains et la salubrité des aliments. Et à cet égard, l'Égypte n'épargne aucun effort pour faciliter l'accès, pour conclure des contrats avec les différentes parties, que ce soit secteur privé ou public, pour faciliter l'exportation et introduire la devise étrangère dans l'économie a vraiment besoin, tout en minimisant les importations, surtout en termes de blé et céréales. Que ce soit en améliorant les conditions de stockage de blé, en établissant des silos. Alors l'Égypte déploie différents efforts, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de la commercialisation, que ce soit à la préservation et la manutention des denrées pour réduire les pertes post-récolte, avec l'industrialisation et la transformation alimentaire également. Oui. Je pense qu'il y a à présent plusieurs projets qui sont un tout petit peu intéressés en péninsule de Sinaï, si je ne me trompe pas. C'est vrai, justement, le chemin a été balisé et il y a une vingtaine d'années pour introduire un développement ou assurer un essor agricole au niveau du Sinaï avec les efforts de Sahl al-Tina et l'introduction ou le traitement de... Savez-vous que l'Égypte souffre d'une pénurie hydrique? Oui, certainement. C'est vrai.
et que notre quota de l'eau du Nil est 55 milliards de mètres cubes depuis cette convention historique. Et oui, on était à peu près 20 millions dans le temps. C'était 55 milliards de mètres cubes. Oui, non, la population égyptienne était dans les alentours de 20 millions d'habitants. On parle à présent de 110 millions. Maintenant, oui, c'est ce que j'ai voulu dire justement, que ce quota n'a pas évolué avec la croissance démographique. Oui. Oui. Et la demande en termes de... Parce qu'en Égypte, oui, la terre est là, nous avons 1 milliard de mètres cubes qui peuvent être bonifiés, mais nous avons, ou bien, l'eau à différentes... Nous utilisons l'eau à différentes reprises, ou à plusieurs reprises, vous voyez. Ce que nous avons les ménages, nous avons le secteur industriel, nous avons le secteur agricole. Il ne faut pas oublier également d'autres secteurs qui nécessitent l'eau, à savoir l'industrie. Oui, comme l'eau peut entrer au processus de refroidissement pour ça. Oui. Alors l'eau en Égypte doit être gérée avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi l'effort de Sahl el-Tin, c'est pourquoi parce que l'Égypte a fait différentes stations de pompage et de traitement de l'eau. De drainage agricole et pas sanitaire, agricole, qui peut être utilisé et mélangé avec un pourcentage de 1 à 1, un pourcentage égal, si vous voulez dire 50-50%, pour aider aux efforts de la pisciculture, parce que la pisciculture en Égypte, c'est tout à fait par la loi interdit de mener une activité piscicole avec de l'eau douce. Il faut utiliser l'eau de drainage agricole. J'aimerais assurer les téléspectateurs que c'est tout à fait ça, parce que la qualité de l'eau au niveau des ponts et des étangs plutôt des fermes piscicoles est bien gérée et bien contrôlée. Parce qu'il y a une mauvaise réputation pour les poissons produits dans ce cadre. Non, ça c'est dans le sud-est asiatique, ils sont dans toute une autre histoire. Oui, c'est vrai, parce qu'ils dépendent de variétés ou d'espèces de poissons qui peuvent tolérer une telle qualité d'eau. Oui. Mais chez nous en Égypte, nous étions pour une décennie, nous sommes maintenant à la 3e place, c'est cette année-ci. Production de pisciculture. De tilapia. Oh. De tilapia surtout, tilapia nilotica, qui est le poisson le plus apprécié au monde en effet. Et dans cet état, dans ce cadre-là, que le développement du Sinaï a été introduit, parce qu'avec des siphons qui passent au-dessous du canal de Suez, l'eau peut passer vers le Sinaï, ainsi les terres peuvent être cultivées du coup. Voyez. Oui. Alors, l'effort que nous voyons aujourd'hui, c'est un effort cumulé au fil des années, et j'aimerais dire que l'Égypte, depuis l'époque de l'Empire romain et le panier même avec le panier justement d'autant plus, vous voyez, et même les Arabes disent que si l'Égypte, justement, si l'Égypte ou si les Arabes trouvent des difficultés à trouver la nourriture, ils vont la trouver en Égypte. Oui. Alors, même avec, c'est une terre bénite, et je vois avec toutes les difficultés dont on témoigne, peut-être que certains peuvent considérer ou que présentent, mais il y a des efforts acharnés pour justement pour garantir la prospérité et le bien-être de notre peuple. Certainement. Alors, on parle toujours de nos jours de la vision de développement inclusif, si vous pouvez nous parler là-dessus, et que la production et le développement agricole aident à aboutir ou à réaliser la vision de développement inclusif. Oui, certes. Justement, comme j'aimerais vous dire que rien ne tient place seul. Et voyez que le développement doit être intégré, et de nos jours, il faut que, par exemple, si on prend l'exemple d'une exploitation, c'est l'approche moderne que notre État adopte. C'est qu'avec une ferme, par exemple, on donne 5 acres à chaque bénéficiaire, ou à chaque paysan peut-être, si vous voulez. Oui. Où il y a une maison, deux têtes de bétail et peut-être une superficie. On va utiliser les déchets
du bétail pour que ce soit des intrants, des engrais et des intrants à l'agriculture. Et on peut utiliser à la fois la parcelle même pour produire à la fois poisson, riz, parce qu'il y a la riziculture dans certains endroits. Alors c'est une approche intégrée pour optimiser la production par unité de terrain, en essayant de ne pas recourir à des intrants extérieurs et que le projet soit tout à fait assure à lui seul son autosuffisance, voyez, et tout en assurant l'élimination des pesticides. Alors il y a toute une approche intégrée, que ce soit en suivant les temps de culture appropriés pour éviter la contamination ou que les fléaux ou les ravageurs passent d'une plante à l'autre. C'est une approche inclusive qui a une optique stratégique pour mieux diriger la situation. C'est ce qu'on parle de développement durable. Et si c'est possible, les productions peuvent être transformées à la suite pour ajouter un plus-value, une valeur ajoutée et assurer une commercialisation à même l'endroit. Et d'ici, on peut amender ou remédier au problème de la centralisation en Égypte. Il ne faut pas toujours recourir au centre, c'est que les villes, et du coup, nous pouvons réduire l'exode rural. Oui. On parle également de nos jours que l'agriculture peut être menée avec une rationalisation des eaux utilisées. On parle certainement, moi je l'ai vu dans le sud-est asiatique, il y avait des fermes de fraises surtout qui étaient dans des tuyaux et on laissait couler des gouttes d'eau juste pour passer par les plantes et là c'était épanoui avec la même goutte d'eau qui passe d'une plante à l'autre. Oui, c'est une approche, c'est pourquoi j'aimerais rendre hommage encore une fois au Centre de recherche agronomique, surtout au laboratoire de la climatologie agricole, parce qu'ils sont pionniers en Égypte en termes de ce dont vous parlez s'appelle l'hydroponique. Oui. Vous voyez, l'agriculture sans sol, soilless agriculture. Oui. C'est que cette approche dont vous avez mentionné a différents profits et utilités en effet. C'est que vous pouvez cultiver dans des endroits où la terre n'est pas bonne pour la culture. Oui. Vous pouvez faire une production verticale. Alors ça peut être fait sur les toits des maisons, partout dans les balcons. Justement, c'est léger, ça ne pèse pas, ça ne cause pas de dommages au niveau des constructions et des buildings, et ça rationalise l'eau parce que c'est un système clos. Oui. Vous voyez, c'est un système clos de circulation d'eau, mais le problème est que ça nécessite et c'est facile à gérer à condition qu'on contrôle la qualité de l'eau pour éviter qu'une contamination, un ravageur quelconque ne passe dans le circuit. Vous voyez, c'est tellement utile, je dirais. C'est pas seulement sur le niveau des fraises, la laitue, oui, le radis, tout. Et ça peut assurer une consommation des ménages, la consommation des ménages pour assurer l'autosuffisance d'un foyer. Parfait, Madame Amira Hussein, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète, vous êtes experte agricole au ministère de l'Agriculture. Merci à vous. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.